fait sous hypnose par le docteur Benjamin Simon. Le propos de cette histoire, mettre à jour un extraordinaire cas d'amnésie double provoqué par leur prétendue observation d'un ovni en 1961. Que c'était là, sur la Nationale 3. Je veux dire tout près de la Nationale 3. Et nous avons parcouru chaque... route de traverse, chaque chemin de terre dans les environs. Et nous n'avons pas retrouvé la voie qui menait à la clairière. Seulement elle existe, bien sûr, le tout est de persévérer. À gauche ou à droite? Je n'en sais rien, essayons à droite. J'ai vu la chose, c'est très bien que je l'ai vue. Mais si mon meilleur ami allait me raconter ça, je suis sûr que je le prendrais pour un cinglé. Tu plaisantes? On a observé des ovnis un peu partout dans le New Hampshire, alors ils sont tous fous, tous ceux qui ont rapporté ces faits. Peut-être, oui. Ben oui, ça se pourrait bien. Et de revenir ici, c'est complètement dingue. On dirait qu'on peut pas s'en empêcher, que quelque chose nous pousse, comme ceux qui ont besoin de boire ou bien de jouer, ou même de battre leur femme. Et cela nous place dans quelle position des voyageurs impénitents? Je ne vois pas quel mal il y a à ça. C'est de faire toujours le même itinéraire sur la même nationale dans l'espoir de trouver une route inexistante. Ça fait combien de fois qu'on revient, Betty? 6 fois, 7 peut-être, et on en sort vidé. C'est toujours un prétexte à se quereller. J'aime pas discuter avec toi. Alors cessons de revenir, Barney. Nous n'avons qu'à prendre la décision de ne plus revenir. Jamais. Mais nous reviendrons toujours. Oh, c'est drôle, la façon dont on a dit ça. Nous avons dit la même chose et presque ensemble. Essaie d'être tolérante un instant, Daisy. Barney, laisse-moi sortir, arrête-toi, je veux sortir. Ah! Oh non, non, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, Barney, continue, je t'en supplie. J'ai vu la lune comme si elle était un double sol. C'était le fruit de ton imagination, Betty. Les hommes sur la route, je les ai nettement vus, Barney. J'ai vu la lune comme si elle était posée sur le sol. Les rêves sont une chose et la réalité en est une autre. Nous avons failli nous tuer parce que tu as eu une hallucination. Ne te mets pas en colère, Barney. Sois gentil. Ne me rembarre pas, s'il te plaît. Oh, dis quelque chose, dis-moi ce que tu ressens. Je persiste à dire que tu as été victime de tes fantasmes. C'est pas ça, la réalité. Alors la voilà, la réalité. Dès qu'on se déplace, on risque d'être terrorisé par des petits voyous. De quoi est-ce que tu me parles? J'ai pas crié, c'est toi qui as eu peur. Oh non, Barney, ne me fais pas croire ça. Tu as eu peur, toi aussi. J'ai regardé ton visage, tu n'étais pas très fier. Et tu es encore tout drôle. Tu sais bien qu'on m'a appris à toujours faire preuve de prudence. C'est comme un vieux disque rayé qui répète toujours la même phrase en moi. Montre-toi prudent ou ils te tueront. Cela n'a pas été très prudent de te marier avec moi. Je t'aimais tellement
J'étais prêt à faire toutes les folies. J'ai baissé ma garde pour la première fois de ma vie. Barney, nous devons trouver une solution. Qu'est-ce qui prouve que ça s'est réellement passé? Et si jamais tout ça n'était qu'une hallucination? Je suis dans cette situation terrible, où je sais que c'est arrivé, et où je ne peux pas me résoudre à le croire. Vous comprenez, ça me tarabuste au point que mes ulcères se réveillent juste au moment où je commençais à les oublier. En fait, c'est pire que ça. Je m'efforce de minimiser. Je me suis arrêté de travailler pendant 6 mois. J'en avais plus la force. Le médecin a dit que j'étais dans un état de complet épuisement physique, dû à l'anxiété. Et Betty, elle avait presque toutes les nuits des cauchemars, des soudaines frayeurs sans raison apparente. Des réactions inhabituelles chez elle, ordinaire si calme. Cette expérience donc remonte à quelques 2 ans maintenant. Oui. Et on essaie toujours de se souvenir de ce qui est arrivé et du lieu où nous pouvions être. Il y a tout un secteur de route où nous nageons 58 kilomètres, tu as calculé, hein? Ça représente la distance parcourue entre l'instant où nous avons vu notre objet volant et le moment où les bips se sont fait entendre. Et c'est aux alentours de la ville de Concorde que vous avez entendu ces bip-bip. Ah non, pas bip bip. C'est un bip plus lent. Bip, bip, bip. C'est curieux, je sens comme des vibrations dans la direction. Et tu entends ce bruit? Tu crois que le truc est de nouveau là? Oh, c'est vraiment étrange. Ne t'affole pas. Je vais faire un essai pour voir si ça affecte la direction. Et c'est donc à ce moment-là, comme vous avez entendu les bips, que votre mémoire vous est revenue. Et c'est ce qui s'est produit antérieurement que vous n'arrivez pas à vous rappeler. Oui, docteur, c'est ça. Ouais, je vois. Nous avons pris l'habitude d'y retourner aux vacances ou durant un week-end prolongé. Tout nous était prétexte. Nous y étions pas plus tard qu'il y a 2 jours. Sur la Nationale 3, vous voulez dire? Oui, du côté de Indian Head. On essaye de se retrouver. Pour y revenir, il y a 2 ans, je me rappelle que, sortant d'une sorte d'inconscience, j'ai vu le panneau Concorde, 17 miles. Ça nous a paru très curieux d'être aussi près de cette ville. Barney et Betty Hill ont ainsi commencé à poser le problème de leurs anxiétés et de leur amnésie provoquée, d'après eux, par l'observation il y a 2 ans à Indian Head d'un objet volant non identifié. Le premier souvenir précis de Hill est leur retour chez eux, après cette observation d'un ovni. Le traitement doit être centré sur les réactions d'anxiété que provoque leur apparente amnésie. La question d'apprendre quelque chose sur l'OVNI est d'une importance secondaire. La tâche principale consiste à déterminer le traitement des patients de façon à venir à bout de ce cas unique d'amnésie double. En l'occurrence, on aura certainement recours à l'hypnose. Barney Hill, 39 ans, travaille à l'administration des postes. Membre de l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur, il se dépense sans compter dans sa communauté, Portsmouth, New Hampshire. Instruit, ayant lu, quotient intellectuel de 140. Il a eu 2 enfants d'un précédent mariage. Il a un complexe de culpabilité du fait d'avoir rompu son mariage et quitté ses enfants, qu'il voit d'ailleurs aussi souvent que possible. Il souffre également d'une enfance passée au milieu des conflits raciaux. Betty Hill, 42 ans, issue d'une très vieille famille installée dans le New Hampshire depuis 1629. Mariée précédemment pendant 13 ans, elle avait adopté 2 enfants, maintenant majeurs. Retournée à l'université après son divorce, elle a obtenu le diplôme qu'elle désirait.
présentement employée comme fonctionnaire de l'État du New Hampshire. De par son éducation et grâce à un milieu familial sécurisant, elle est dénuée de complexe. Barnet? Barnet, est-ce que tu as sorti les valises de la voiture? Quoi? Les valises, est-ce que tu les as montées? Non, j'étais trop fatigué. J'irai les chercher demain matin. Je ne veux pas que tu mettes ces affaires-là dans la maison, justement. À propos de réveil, oui, vous avez dit avoir jeté un coup d'œil au réveil alors que vous vous dévêtiez. Vous vous souvenez de l'heure qu'il était? J'ai vu qu'il était 5h moins 5 du matin, bien sûr. Je n'ai pas réagi, je ne crois pas que Barnet non plus soit rendu compte. Ce n'est que des mois plus tard que nous avons réalisé à quel point nous étions rentrés tard ou très tôt. C'était quand même étrange, ce machin. Je me demande d'où est-ce que ça pouvait venir. Le dessus de mes chaussures était plein de terre, le bout était raflé. Quoi? Je dis que le bout de mes chaussures était raflé. C'est étonnant, tu es toujours resté dans la voiture, pourtant. Je comprends pas. Bien, monsieur. Lorsque vous êtes réveillé le lendemain, est-ce que vous avez perçu une gêne particulière ou une douleur au niveau du plexus? Non. Il y avait quelque chose. Enfin, j'avais l'impression. Mais c'était ni douloureux, ni gênant. Et combien de temps aura-t-il fallu pour que les verrues apparaissent? Oh, 2 mois, je crois, pour qu'elles aient poussé, pour que je les voie véritablement. Mais je les sentais venir bien avant qu'elles apparaissent. Alors vous avez vu un docteur qui, après auscultation, vous a dit que par le procédé de l'électrolyse, il pourrait vous en débarrasser. Oui, docteur. Et vous n'avez plus eu d'ennui depuis? Non, elles ne sont pas revenues. Ah, très bien. Et je vous en prie, continuez. Betty, ce qui s'est passé l'autre nuit, je voudrais en parler à personne. T'es d'accord avec moi? Bon, d'accord. Si tu crois que c'est bien. Si nous prenons envie d'aborder le sujet, je crois que le mieux, c'est d'en discuter entre nous. Mais en fait, ce sera plus qu'une envie, ce sera un besoin. Oh oui, je me fais pas d'illusions. D'ailleurs, j'ai l'intention d'en parler avec toi. Je ne tiens pas à vivre tout seul avec un tel secret. Tu n'es pas seul à porter ton secret. Le voudrais-tu que tu ne le pourrais pas? Nous en avons discuté. Oui, nous en avons parlé, nous nous sommes posé des questions. J'ai demandé entre autres à Barnet si nous pouvions par un dessin représenter la chose. Et alors il s'est refusé à le faire. Mais Betty a trouvé un moyen de me pousser à le faire. Oui, je lui ai montré d'autres dessins d'ovnis. Mais lorsque je lui proposais ceux qui me paraissaient identiques, et Barnet pensait qu'ils étaient tout au plus similaires. Mais moi, j'ai voulu téléphoner à ma sœur, et comme lui ne voulait pas du tout qu'on en parle, alors il s'est fâché. Et lorsque ma sœur m'a dit de passer un test pour les radiations, Barnet a été pris d'une terrible colère. La boussole, Barnet! Où as-tu mis la boussole? Je sais pas où elle est, moi. Ah, tu ne sais pas. Tu n'as pas eu une idée d'où elle est passée. Mais non, je suis pas le gardien de la boussole. Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu le nord? Oh, très drôle. Tu ferais mieux de m'aider à la chercher. Mais regarde donc dans le miroir où elle est d'ordinaire. Tu devrais chercher avant de demander. Si personne n'y a touché, elle doit encore y être. Et Betty, écoute. À mon avis, cette affaire t'énerve beaucoup trop. Tu devrais te calmer une bonne fois. Et je crois qu'on ferait mieux de ne plus parler de tout ça. Barnet, tu veux venir dehors voir la voiture et ce qui se passe lorsqu'on approche la boussole de la malle? Jeannette a dit que ça a les mêmes réactions qu'un compteur GGR, une boussole. Et si la voiture est radioactive, eh bien... Oh, Betty, tout ça est ridicule. Une voiture est faite de métal et tout métal a une influence sur la boussole. L'aiguille de la boussole s'affole tout de suite du côté de la malle et du pneu de secours, et non du côté de la batterie ou d'un autre endroit où on pouvait s'y attendre. Et il y avait aussi ces espèces de curieuses taches très brillantes sur la malle de notre véhicule. J'ai en fin de compte décidé Barnet à ce qu'il vienne examiner ces taches lui-même. Oui, j'ai pensé qu'en y mettant de la bonne volonté, en y allant, elle se calmerait.
Ces taches sur la voiture, est-ce qu'elles sont restées? Non, non, elles ont disparu. Mais non, elles n'ont pas disparu. Pas immédiatement, en tout cas. Pour être précis, lorsque j'ai voulu laver notre voiture, elles sont restées. Très bien. Continuez. Janet, elle est devenue folle. Oui, l'aiguille de la boussole, et il y a des taches très particulières à l'arrière de la voiture. Oh non, non, je ne voudrais appeler personne. On se moquerait de moi. Non, non, je serais trop embarrassée. Et Barney et moi avons décidé de n'en parler à personne. Personne d'autre que toi. Et vous avez réussi à respecter cet accord? À vivre avec ça sur le cœur? Oui. Enfin, on y a cru parce que nous menions à part ça une vie qui était si épatante. Nous n'étions mariés que depuis une année. Et ainsi, énormément de choses étaient toutes nouvelles. Et en particulier pour Barney. Pourquoi en particulier pour Barney? Eh bien, le seul changement en ce qui me concerne, c'était de m'être remariée avec Barney. J'ai continué à vivre dans la maison où j'ai habité des années et j'ai gardé le même emploi et les mêmes fréquentations. Mais pour Barney, pas une chose qui ne soit devenue différente. Il habitait Philadelphie dans ce qui se trouve être une société à majorité noire. Tandis qu'ici, à Portsmouth, eh bien, les Blancs représentent une majorité quasi totale. Ça n'a pas été qu'un nouveau mariage pour Barney, non, mais toute une nouvelle vie avec de nouvelles connaissances. Et Dieu sait si Barney se fait rapidement des amis. Nos meilleurs amis à l'époque étaient Jack et Lisa McCraney. Jack était lieutenant-colonel à la base aérienne de Pease. Et Jack et Barney s'entendaient admirablement. Je savais que Barney voulait parler à Jack de ce que nous avions vu. Mais il n'arrivait pas à se décider. Il ne savait comment présenter la chose. Un jour, ça a été plus fort que moi, j'ai fini par me lancer. L'observation que j'avais faite, en admettant que ça n'ait pas été une vision, continuait à me torturer. Vous voulez dire ce que vous aviez vu? Non, non. Non. Non, c'est pas tellement de savoir ce que c'était qui m'ennuyait. C'était surtout de savoir si oui ou non. Nous avions eu tous les deux des visions ce jour-là. Et Jack n'a fait que confirmer mes soupçons. Il m'a dit, en un mot comme en 100, que quiconque prétendait avoir vu des objets volants était un fou. Et cela n'a fait qu'empirer les choses. Les McCraney étaient nos meilleurs amis, on se voyait tout le temps. Nous pouvions d'ailleurs leur parler de tout. Nous étions très libres. De tout, sauf d'OVNI, ce dernier sujet étant considéré comme tabou. C'est alors que ces rêves horribles commencèrent. Avez-vous tout de suite parlé à Barney du contenu de vos rêves? J'ai simplement dit que j'en faisais. Vous savez, nous avions peu le temps de nous voir. Barney travaillait la nuit à Boston. Ça lui faisait 100 kilomètres aller-retour. Excepté pendant les week-ends, nous ne faisions guère que nous croiser dans les corridors. Tais-toi, petite idiote, ce n'est que la lune. Pourquoi bois-tu après la lune maintenant, hein? J'imagine que les nuits vous paraissaient longues. Longues et pas très roses. Pas rose du tout, non. Pourtant, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avions aussi des moments de franche gaieté. Barney avait pris des cours de diction parce qu'il se croyait incapable de parler en public. Eh bien, il a découvert qu'il le pouvait et qu'il réussissait même à faire rire les gens. Il avait tout un recueil de bonnes vieilles histoires et de disques avec des sketchs. Il affectionnait en particulier les histoires militaires dont certaines étaient vraies et qu'il avait le chic de nous ressortir aux moments les plus inattendus. Je vous mets tous sur le même piédestal. Barney, prends ton café, tu vas être en retard. Oui. Elle est autoritaire, ma petite femme, hein. Ça doit certainement venir de ce qu'elle était l'aînée de 5 enfants. Elle a fait marcher ses frères et sœurs. Hein. Fais-moi plaisir, Barney. Assieds-toi. Tu ne vas pas rester debout tout le temps, non? Fais taire ton saucisson à pâte. Monte ton autorité sur elle. Et un jour, sans raison apparente, tout a changé. Les choses se sont envenimées. Comme ce soir où Jack et Lisa devaient avoir eux aussi des problèmes, Lisa savait que nous avions cru voir quelque chose. Toujours est-il que la conversation est venue sur Barry Goldwater. Vous vous rappelez ce politicien raciste? Et je me souviens m'être entendu dire... Tu comprends, l'ennui avec vous autres blancs, l'ennui avec vous autres blancs. Barney, je te défends de me traiter de vous autres blancs. Ne t'adresse plus jamais à moi en me disant vous autres blancs. Tu peux dire l'ennui avec les blancs, mais ne me comprends pas dans les vous autres. Je ne suis pas de race blanche, mais humaine.
Je ne l'ai jamais redit. C'est vrai, tu m'as écouté. Ensuite, ils n'ont pas tardé à s'en aller sous un prétexte quelconque, et Barney aussi, parce qu'il devait prendre son poste à 9 heures. Et quand tout le monde s'est dit bonsoir, l'atmosphère était tendue à craquer. Le président Kennedy, dans une allocution au peuple américain, a fait état ce soir de la probabilité d'une base de missiles russes sur le territoire d'un Cuba désormais castriste. Il a parlé de la difficulté et de la gravité de la décision à prendre, décision qui devrait être courageuse car il considère que les États-Unis ne sont pas seuls en cause et qu'ils ont un engagement à respecter vis-à-vis du monde entier. Lorsque Barney est revenu, il a dit qu'il allait se faire porter malade. Il avait une migraine atroce, tellement il se tourmentait. Je lui ai proposé une compresse froide pour soulager ses maux de tête. Ça va mieux? Pas beaucoup. Barney, j'aimerais te demander quelque chose. Mais c'est difficile avec cette chose qui te couvre les yeux. C'est toi qui as eu l'idée. Je me doute bien que le moment est mal choisi pour ça, mais cette question me tient à cœur. Alors je voudrais bien... Écoute, Betty, j'ai justement écouté les informations. Barney, j'ai dit que je voulais te demander quelque chose. Ce qu'ils ont dit est important, beaucoup plus que n'importe quoi. S'il fallait qu'ils se mettent à nous envoyer des missiles. Qui ça? Personne n'osera jamais envoyer de missiles. S'il fallait qu'ils le fassent, je me trouve au travail. Je ne puisse pas revenir jusqu'ici. Alors, écoute-moi bien. Ce que je te demanderais dans ce cas, c'est de faire ton possible pour aller chez ta mère. Je m'arrangerai pour y aller aussi. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Mais Barney, ce que j'essaie vainement de te demander, c'est comment il se fait que nous nous parlons tout naturellement d'OVNI lorsque nous discutons sans chercher le moins du monde à nous le cacher. Mais qu'avec Janet et avec Jack, on ne parle que d'avions, un point, c'est tout. Peu importe si tu me prends pour un fou, mais je peux pas me permettre avec les amis d'être considéré comme tel. Je me suis mis à haïr cette compresse. De plus en plus longtemps, il restait là avec un linge qui lui cachait le visage. J'avais plus la force de travailler. J'étais malade, littéralement. J'avais des ulcères, des maux de tête. J'arrêtais pas de me torturer. Je me suis toujours fait du souci, mais cette fois, c'était hors de proportion. Je me tracassais pour des choses contre lesquelles j'avais aucune défense. J'ai vraiment cru que nous serions attaqués. Par qui? Je sais pas. Les Russes, peut-être, ou pas les autres. Est-ce que vos cauchemars continuaient toujours, Betty? Ah oui, oui, nuit après nuit. J'avais commencé à les mettre sur papier, d'ailleurs. Je me levais au beau milieu de la nuit et j'écrivais jusqu'à épuisement. Ça m'était déjà arrivé. Je faisais ça lorsque quelque chose me bouleversait. Je le mettais par écrit et ça me soulageait. Vous avez gardé la transcription de ces cauchemars? Oh oui, oui, j'ai dû fourrer ces feuillets quelque part. Je crois pas les avoir jetés, mais c'est drôle. Ça m'était sorti de l'esprit de les avoir seulement écrits. Il m'en faudrait une copie, si vous êtes d'accord. Certainement, je vais les chercher, je vous les apporterai. Et c'est à cette époque également, Barney, que vous êtes allé consulter un docteur. Il vous a conseillé de prendre du repos, de demander un congé de maladie. Oui, ça se passait à cette époque. J'ai essayé d'être un autre homme, un homme sans angoisse. Pour ça, je jardinais. Je lisais, je bricolais un peu. J'avais la visite de mes enfants. Je les voyais comme ça, plus souvent. Ils font très bon ménage avec Betty, vous savez. Ils ont aussi succombé à son charme. J'adore la faire enrager à ce sujet. Je lui dis qu'ils viennent surtout à cause de sa cuisine. Mais pour être franc, j'avais du mal à me changer les idées. Je passais le plus clair de mon temps à potasser des livres sur les ovnis. Salut. Salut. Qu'est-ce qui va pas? T'es fâché? Je suis pas du tout fâchée, pourquoi? Parce que tu souris pas. Lorsque tu es entré, tu souriais pas. J'ai pas fait attention.
Moi aussi. Oui, oh, je m'en doute bien, sinon ça ne t'aurait pas mis de mauvaise humeur. Je suis pas de mauvaise humeur. C'est pas vrai ce que je t'ai dit. Je suis de mauvaise humeur. À propos de quoi? Oh. Si seulement je savais. Si je le savais, je serais pas là, vachi sur ce canapé toute la journée à bouquiner ces livres imbéciles. Jusqu'à ce que les yeux m'en tombent. Jusqu'à ce que... Quoi? Jusqu'à ce que je pense que je suis aussi fou qu'eux. Quand je t'ai demandé de m'épouser, tu as dit vouloir une étude sur mon comportement psychique. Oui, pas, c'était peut-être une bonne idée. Oh, mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Eh bien, en te mettant en garde, ton instinct a peut-être vu juste. Tu as peut-être senti que ça... Oh, mais pas du tout. Tu veux rire, non? Oh, mais c'est tout le contraire. Tu as fait erreur. Ce n'est pas sur toi que je me suis posé des questions, mais sur moi. Et je n'ai pas osé te l'avouer. Où est quoi? Je n'ose toujours pas le dire. Voyons, tu peux tout me dire maintenant. Pourquoi tu étais inquiète? Je suis pas jolie, Barney. Qui a dit ça? Oh, personne. C'est comme ça, c'est tout. Et il serait sot de pas accepter l'évidence. Je sais très bien que je suis pas jolie. La sottise, c'est que tu le crois. Et puis, qu'est-ce que ça a à voir avec une étude sur mon comportement psychique? Oh, tu es toute innocence. J'avais très peur que... J'avais très peur que tu t'imagines être amoureux de moi, que tu penses que tu me trouvais jolie parce que... Seulement parce que j'étais blanche. Oh. Oh. Écoute, hey, c'est comme moi qui avais peur. Que tu ne m'aimes pas vraiment, mais seulement pour mon beau corps d'athlète. Mais c'est que je l'aime aussi. J'en étais sûr. Mais tu as raison. Tu n'es pas jolie. Tu es belle, Betty. Et dans tes yeux, je vois le monde briller. Je vois tout ce qu'il y a de beau dans le monde se jouer sur ton visage et s'y refléter. Je te jure que tu es belle. Oh, si tu savais comme je t'adore. Oh. Nous devrions toujours être comme ça, comme nous étions avant. En fin de compte, je l'ai convaincu qu'il fallait signaler notre observation. Elle aurait pleuré si je lui avais pas cédé. Écoute, peu importe si tu étais vraiment d'accord, toujours est-il que nous avons appelé l'armée de l'air. Oui. Je ne me faisais pas trop d'illusions sur la façon dont il prendrait la chose. Seulement, lorsque Wayne Webb nous a convoqués au planétarium Hayden, j'ai eu conscience alors que Betty avait raison. Nous devions dire tout ce que nous avions vu. Oiseau! Vous n'avez aucune raison de vous contrarier. Aucune raison de concevoir de l'inquiétude. Vous vous endormez de plus en plus profondément. Vous dormez d'un sommeil profond. Vous allez tout vous rappeler et tout me dire. Nous sommes le 19 septembre 1961. Vous vous souvenez de tout et cela ne vous trouble pas. Vos souvenirs sont très nets maintenant. Je veux que vous reveniez à l'époque de vos vacances à Montréal.
Partez du moment où vous avez quitté votre hôtel. Oui. Sans omettre aucun détail, vous me relaterez toutes vos expériences, toutes vos pensées, toutes vos impressions, à partir du moment où vous avez quitté votre hôtel. Alors, vous vous trouviez à Montréal. C'était approximativement à 180 km à l'ouest de Montréal. Nous suivions une route en pleine campagne, au Canada, après avoir vu les chutes du Niagara. Continuez. Parlez-moi de ce qui s'est passé à votre arrivée à l'étape. Il y avait une idée qui me revenait et me minait. Je pensais que, une fois arrivé à l'étape, il risquait de me dire non au motel. Il prétexterait n'avoir plus la moindre chambre, et cela, je pensais qu'ils en seraient capables si jamais ils n'aimaient pas les Noirs. Je pouvais être rempli de préjugés. Parce que vous auriez eu, vous, des préjugés? Ils pouvaient, eux, avoir des préjugés. Vous avez dû connaître assez souvent ce genre de situation. Non, il ne m'est pas arrivé que l'on me refusât une chambre d'hôtel, jusqu'à maintenant. Autrement dit, vous ne faites que le craindre. Oui, mais à chaque fois, cette crainte réapparaît. Ce soir-là encore, j'éprouvais de l'inquiétude. Avez-vous fait part à votre femme de cette inquiétude? Est-ce qu'elle la partageait? Je lui ai exprimé mes craintes, mais elle refuse de me suivre sur ce terrain. Elle dit que c'est absurde. Parfait. Continuez. Maintenant, je me vois rouler et je suis perdu. Cette fois, je pense que nous aurons la douane à passer au retour. Et ça m'inquiète aussi. Pourquoi? J'ai un revolver dans le coffre de la voiture. C'est de calibre 32. J'ai peur de le déclarer et je l'ai caché dans le logement de la roue de secours sous le tapis. Et je me demande pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi emporter cette arme? Et je sais que c'est à cause de toutes mes terreurs. Parce que les Blancs me sont sourdement hostiles. Parce que nous formons un couple hétérogène. Allez-y, continuez. Vous voyez tout très clairement. Où êtes-vous maintenant? Maintenant, nous sommes dans la campagne. Nous sommes revenus dans le New Hampshire, sur la Nationale 3. Et je pense qu'il faut que j'arrive coûte que coûte à maîtriser ces frayeurs, que là où il n'y a pas d'hostilité, il est absurde de croire qu'il y en a une. Alors, c'est alors qu'en levant les yeux, je vois à travers la glace, en regardant à droite, une espèce de chose brillante. Et Betty dit que c'est une étoile. Oh, c'est bizarre. Et je lui dis, Betty, c'est un satellite ce truc, c'est pas une étoile. Allez, Daisy, descends de là. Betty, passe-moi les jumelles. Pas un satellite, c'est plutôt un avion. Pour un avion, il paraît très étrange. Comment est-il, cet avion? J'ai l'impression qu'il vole vers la droite, ensuite sur la gauche. Comment est-ce qu'il peut aller à gauche? Barney, réponds-moi, quelle espèce d'avion ça peut être? Oh, c'est bizarre. Il fait demi-tour. Il vient en plein sur nous, on dirait. Il a dû virer sur l'aile, ça doit être un Piper Cub. Un Piper Cub en pleine nuit? Vous avez donc vu une espèce de petit avion. Barney, cette chose-là n'est pas un avion et c'est comme s'il nous suivait. Oh. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu fais? Je veux en avoir le cœur net. Il est toujours là, hein? On dirait même qu'il s'approche. C'est inexact. Il est toujours pareil. D'ailleurs, il est beaucoup trop haut. Tu paniques, là. Tu voudrais me faire croire de ces choses.
Très bien. Arrêtons-nous un petit moment. Détendez-vous. Vous vous sentez bien. Jusqu'à ce que je vous parle de nouveau, vous n'entendez aucun bruit. Laissez-vous seulement aller. Voilà, maintenant vous pouvez continuer. Seulement, en réalité, je me demande pourquoi est-ce qu'il s'en va pas? Vous croyez toujours que c'est un petit avion, Barnett? Et je me demande pourquoi ce pilote... Bon, ils sont idiots de faire ça. Ils n'ont pas le droit. D'ailleurs, c'est curieux. J'entends aucun son. C'est quelque chose de ridicule. Leur appareil a l'air de ne faire aucun bruit. Alors, il faut que je remonte en voiture et que je m'en aille. Qu'on s'en aille de là tout de suite. Et toujours, la chose s'approche, elle vient dans notre direction. Alors, je regarde plus en l'air, mais la route. Je suis étonné de l'obscurité qu'il y a. Et tout à coup, je pense à ce qui se passerait s'il arrivait un ours. Et puis, je regarde de nouveau en l'air, et Betty aussi. Et moi, je suis en colère après elle. J'ai l'impression que Betty essaie de me faire croire qu'il s'agit d'une soucoupe volante. Et moi, toujours, je me demande pourquoi ça s'en va pas. Je désire me réveiller, j'ai peur. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Vous êtes dans un profond sommeil. Vous pouvez continuer. C'est en plein au-dessus de ma tête. Mais qu'est-ce que c'est? Allons-nous-en tout de suite. Il n'y a rien à craindre, ne craignez pas de tout dire. La mémoire vous revient. Allez-y. J'essaie de garder mon contrôle pour que Betty ne puisse pas dire que j'ai peur. Mais j'ai peur, j'ai peur. Allez-y, vous ne craignez rien. Essayez, vous ne risquez plus rien maintenant. Il faut mon revolver. Il faut que je me défende. Il nous attaque, il nous attaque. Je veux m'en aller. Je veux m'en aller. Je veux plus être dans le noir. Calme. Laissez-moi m'en aller. Vous ne risquez rien. Je veux sortir d'ici. Mais personne ne vous frappe ici. Au secours. Ça suffit maintenant. Vous dormez profondément. Vous avez tout oublié. Allez, c'est fini. Vous êtes calme maintenant. Vous êtes très calme. Allez, venez par ici. Revenez à votre place. Là, asseyez-vous. Bon, très bien. Nous pouvons continuer maintenant. Tout vous revient à la mémoire. Tous vos souvenirs se font jour. Et vous n'avez plus aucune raison de pousser des cris. Vous êtes calmé maintenant. Vous éprouvez toujours le besoin d'avoir votre revolver? Oui, Vous pensez qu'ils veulent vous faire du mal? oui. Alors, je le prends dans la malle, je le mets dans la poche de mon veston et je regarde. J'ose les regarder. Je suis plus effrayé. J'ai plus peur du tout. Je leur tirerai dessus. Je traverse la route.
Je marche le long des bois. Et alors... Ils sont là, au-dessus de moi. Un homme, maintenant? Un militaire? Est-ce que c'est leur capitaine? Que me veut-il? Il regarde vers moi. Alors je dis non, non, c'est impossible. Je dois être en train de rêver, c'est absurde. Et eux, ils sont toujours là. Alors, je regarde de part et d'autre de la route, et je sens... N'y aura-t-il personne qui puisse venir et qui dise, oh, qu'est-ce que vous regardez? Il n'y a rien. C'est toujours là. Vous êtes certain que c'est là? Oui. Vous pensiez rêver tout à l'heure. Rêvez-vous? Non, je n'ai qu'à toucher mon bras droit, comme ça. Non, c'est pas le bras droit, mais ça fait rien. Je sais bien qu'ils sont toujours là. Je les vois. Dans les jumelles, si je les baissais, si je refusais de regarder, peut-être que ça disparaîtrait. Mais je regarde toujours. Parce qu'ils sont là. Mais pourquoi? Que peuvent-ils vouloir? Ensuite, il y a deux personnages. L'un d'eux me regarde gentiment. Il est amical, celui-là. Il regarde par-dessus son épaule droite, il regarde vers moi, il me sourit. Il est amical. Mais le deuxième, avec une expression méchante, il a tout l'air d'être un nazi. C'est un nazi. Est-ce qu'ils portent un uniforme? Oui, oui. Est-ce qu'ils ont des visages comme tout le monde? Oui, il a un regard étrange. On dirait des yeux de gazelle. Oh, j'ai l'impression d'être un petit lapin. Qu'entendez-vous par là? Quand j'étais petit et que je chassais des lapins en Virginie, il y a un gentil Jeannot lapin qui, affolé, a voulu passer dans un petit buisson. Et mon cousin Marc s'est mis d'un côté du buisson et moi je me trouvais de l'autre avec un grand sac. Et le gentil petit lapin se croyait bien à l'abri. Et j'étais tout content, parce qu'il ne bougeait plus, caché comme il l'était derrière ses brindilles. Il s'imaginait être invisible. Alors, je lui ai bondi dessus avec mon sac pour l'attraper. Et j'ai capturé ce confiant petit Jeannot, qui avait cru se mettre à l'abri. Ah, c'est drôle que je pense à ça. Alors que je suis là, tout seul, dans la campagne. Ce lapin, c'est moi. Il s'apprête à me sauter dessus. Le lapin, c'est moi. La créature s'efforce de me parler maintenant. Je le devine à son visage. Est-ce qu'elle fait des mouvements de lèvres? Non. Ses lèvres ne bougent pas. Pourtant, il regarde vers moi. Il s'adresse à moi. Ne soyez pas effrayés. L'avez-vous entendu dire ces mots-là? Non. Non. Vous en avez eu l'impression. Ah, je le sais. Ensuite, il a dit, vous allez rester ici. Et il a dit de ne pas quitter mes jumelles et de m'apprêter. Ah, 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 Seigneur, donne-moi la force de les faire tous fuir. J'ai peur de personne. Je me sauve, je cours sur la route et ils sont au-dessus de moi. Oh, ce regard. Est-ce que je ne pourrais pas me réveiller? Non, continuez encore un peu. Tout se passera bien, vous verrez. Il y a une chose étrange. Ce regard n'émane de personne. Ce n'est qu'un regard. Oh, 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 oh. Oh, je crois bien que j'ai compris. Ce que je vois, c'est un chat sauvage dans l'arbre. Oui. Oh,
Oh, ce sont des yeux de chat, bien sûr. Oh, et je le reconnais. C'est ce chat extraordinaire qu'Alice a rencontré au Pays des Merveilles. Il disparaissait et on ne lui voyait plus que les yeux. Oh. Vous semblez ne plus du tout avoir peur. Non, ils n'ont pas de mauvaises intentions. Je me sens en train de flotter comme un ballon. Ils m'ont capturé. Je suis ce petit lapin, mais je me sens léger. Je flotte. C'est tellement ridicule, tout ça. Cependant, je m'interroge. Je me demande d'où ils peuvent venir. Ils n'ont aucun intérêt à me faire du mal. J'aimerais les accompagner maintenant. Oh, quelle merveilleuse expérience d'aller dans une lointaine planète. Ou peut-être que ça prouverait qu'il existe vraiment un Dieu. Est-ce que je serais fou? En quoi le fait d'aller sur une autre planète, en quoi ça prouve la présence de Dieu? Je ne savais pas s'il riait ou s'il pleurait. Mais il m'a dit, ils vont nous capturer. Ils vont s'emparer de nous. Sauvons-nous vite. On peut les voir à l'œil nu maintenant. Ils sont au-dessus de nos têtes. Plein au-dessus de la voiture. Où ça? Je crois que tu t'excites. Je vois rien du tout, moi. Tout est obscur dans le ciel. Je les vois plus. T'entends ça? Ce bruit, c'est quoi? J'en sais rien, moi. Oh, attendez un petit moment. Ça a été la première série de bip. C'est-à-dire le début de votre amnésie. Il n'y a rien à vous dire Et là-dessus. c'est lors de la seconde séquence de bip que la mémoire vous est revenue. Je ne sais pas du tout. Mais vous allez vous le rappeler maintenant, clairement. Mais, je vais essayer, mais ma tête paraît vide, pleine de trous. Je voudrais essayer, seulement j'arrive à peine à me rappeler. Vous y arrivez. Faites un effort. Non, je n'arriverai jamais au-delà de ce bip bip. Vous y arrivez, vous pouvez aller plus loin. Ça va aller, vous ne vous êtes jamais souvenu avant. Nous avons devant nous 2 heures et vous allez maintenant vous souvenir. Parce que vous vous trouvez sur place. Allez-y, racontez. Souvenez-vous. Aucune raison d'être bouleversé. Je ne devrais pas me souvenir. Vous ne devriez pas. Qui vous a dit que vous ne devriez pas vous souvenir? Ce sont eux. Vous ne risquez rien maintenant. Tout est calme. Et vous, vous êtes très calme. Je suis en voiture et nous roulons. Je n'ai aucune idée où nous allons, d'ailleurs. Je ne sais pas non plus de quelle façon on a pu arriver ici. Barney, il le sait peut-être. Peut-être sait-il où on arrivera. Et depuis combien de temps est-ce qu'on roule? Est-ce depuis des heures, des minutes? Ni Barney ni moi, nous n'avons prononcé une seule parole. Je reste là sans rien dire. Peut-être parce que j'ai l'impression que quelque chose risque de se passer.
Oh, je n'ai qu'une peur toute relative, mais je sens que maintenant, en cet instant, j'ai peur. Même si je ne croyais pas avoir peur l'autre fois. Pourquoi pleurer alors si vous n'avez pas peur? Je dis avoir peur cette fois, mais alors je n'ai pas eu de crainte spéciale. Je n'ai pas été effrayée l'autre fois quand je n'ai pas eu peur. Mais j'ai peur maintenant, je les vois, je vois les hommes sur la route. Il y a des hommes sur la route? Je n'ai jamais eu si peur. Jamais je n'ai eu une peur pareille. Parlez-moi de ces hommes. Tout va bien, vous êtes en sécurité. Décrivez-moi ces hommes, qu'est-ce qu'ils font? Betty, Betty, ne vous endormez pas. Je veux que vous restiez éveillée et que vous vous souveniez. Parlez-moi de ces hommes sur la route. Pourtant, je n'ai pas eu... J'ai pas eu trop peur lorsque je les ai vus. Ils se tenaient là, non loin de nous. Et alors je me suis dit, après tout, on se fait des idées parce qu'ils ne sont pas si affreux qu'on le croit. On s'imagine qu'il y a des petits hommes verts. Et moi, je restais là, j'avais peur, je m'efforçais de les regarder. Mais j'avais peur, mais je n'arrivais pas à bien voir comment ils étaient. Peut-être que ce sont des voyageurs qui sont tombés en panne, mais je ne vois pas leur voiture. Et alors, tout d'un coup, et voilà qu'ils marchent et qu'ils viennent vers nous. Ah! Alors moi, en les voyant, j'ai cru qu'ils allaient nous faire du mal et j'ai eu peur. Et au lieu de démarrer, Barnet était là, fasciné. Alors, pour trire la revière... Vous voulez répéter cette dernière phrase? J'ai pensé que si je pouvais ouvrir la portière, j'aurais une chance de leur échapper. Je n'aurais qu'à me réfugier dans les bois et rester caché. Mais Barnet, qui ne réagit pas, au contraire, il s'endort. Je les vois qui s'approchent. Oh, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas avancer ma main jusqu'à la poignée de la portière? Oh, les hommes qui s'approchent et qui l'ouvrent pour moi. Je vois une main, la main d'un homme. Elle est là, elle veut prendre. Et il y en a d'abord un, et puis deux, trois qui m'entourent. Et là, des hommes, là, des trois qui me donnent sa main. Et je lui prends. Calme, du calme. Du calme. Nous allons faire une pause. Vous vous détendez, Betty. Vous êtes calme. Réveillez-vous. Ne vous rappelez rien de ce que vous avez dit. Ne vous souviendrez de rien. Jusqu'à ce que je vous dise de continuer. Très bien. Vous vous sentez bien maintenant. Vous êtes à l'aise. Tout va très bien. Parlez, nous vous écoutons. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Rien ne vous empêche plus de vous souvenir. À quoi ces hommes ressemblaient-ils? Avez-vous vu leur visage? Non. Ils étaient habillés comment? Est-ce qu'ils avaient un uniforme, des vêtements ordinaires? Je ne saurais pas le dire, car je n'en sais rien. Je n'arrive pas à me le rappeler. Je n'ai pas le droit de m'en souvenir et d'en parler. Cette interdiction ne joue plus. Le voile s'est levé, vous voyez clair dans vos souvenirs. Plus rien ne vous tracasse. Vous racontez simplement une histoire que vous avez vécue. Alors dites-moi ce qui s'est passé. Que ressentez-vous en ce moment? J'ai l'impression de m'être endormie. Endormi dans la voiture? Je me suis endormie et je dois me réveiller. Je ne veux pas dormir, ni qu'on m'endorme. Je veux me réveiller, ne plus dormir. Et
Voilà que je réussis. J'ai pu ouvrir les yeux et je marche à travers bois. Je ne veux pas attirer l'attention et je les referme. Barney est avec vous? Il y a plusieurs hommes autour de moi. Et ensuite, il y a Barney qui arrive. Un homme de chaque côté de lui. J'ai maintenant les yeux ouverts, mais Barney est toujours endormi. Il marche, mais il dort toujours. Alors je sens la colère qui monte en moi. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça peut bien être que ces gens-là? Mais ils se croient tout permis. Et je me retourne et je dis, réveille-toi, Barney. Est-ce que tu vas te réveiller à la fin? Et Barney commence vraiment à m'agacer. Encore une fois, je lui dis, Barney, réveille-toi. Alors le chef dit, Barney, c'est son nom? Mais je ne veux pas lui répondre. Alors l'homme sourit. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Nous voulons seulement faire quelques tests. Et une fois les tests terminés, nous vous remettrons, vous et Barney, dans votre véhicule. Vous n'aurez pas le temps de vous en apercevoir que vous serez à nouveau en chemin. Alors nous arrivons dans une clairière. Et je voudrais qu'il fasse plus clair pour pouvoir décrire. Il y a une rampe jusqu'à la porte. Et l'objet repose à même le sol, comme si la lune s'y était posée. Donc, l'objet reposait sur le sol. Oui, je crois que c'est le même que nous regardions dans le ciel. Et que j'avais pris d'abord pour la lune. J'entre. Je suis un corridor et il y a un sas à franchir. Et là, j'entre dans une sorte de laboratoire. Ils me conduisent au milieu et me font asseoir. Ensuite entre un autre personnage que je n'avais pas encore vu. Je crois que c'est un médecin. Ils me regardent tous à travers une machine. Que faisait-il, à votre avis? Je ne sais pas exactement. Je pense qu'ils faisaient des prélèvements. Ils accomplissaient un tas de gestes. L'un d'eux a pris une sorte de scalpel ou de grattoir. Et ils m'ont raclé le bras. Ensuite, ils ont mis les particules de peau qu'ils avaient détachées dans un sac de plastique ou de cellophane. Et ensuite, ils m'ont coupé une mèche de cheveux qu'ils ont mise avec le reste. Ensuite, ils me disent d'enlever ma robe. Mais avant que j'ai seulement eu le temps de me lever pour le faire, ils ont trouvé le système et ils le font jouer. Ils me dépouillent comme un lapin. Ils parlent. Ils disent des choses que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Alors le médecin dit, je vais procéder à quelques tests. Je veux contrôler votre système nerveux. J'ignore totalement si votre système nerveux fonctionne à la façon d'une autre, mais vous commencez drôlement à m'énerver. J'aime pas du tout qu'on s'empare de moi sans crier gare pour ensuite subir des tests. Je suis couchée sur une table. J'ignore ce qu'ils font, mais ils savent faire autour de moi comme s'ils étaient heureux de tout ce qu'ils font. Et ils me touchent avec une aiguille. Et il y a aussi quelque chose comme un écran de télévision. Ensuite, ils me retournent sur le dos. Oh, je vois que le docteur prend une longue aiguille. Une longue aiguille. N'ayez pas peur, vous ne risquez rien. Continuez. Vous allez faire quoi avec ça? Et alors je l'entends répondre que ça n'est pas douloureux. Il ne veut que la mettre dans mon nombril. Il dit que ce n'est qu'un simple test. Arrêtez! Je lui dis, ça va faire mal! Enlevez-la! Ça fait mal! Ça fait mal! Et le chef vient, il appuie sa main sur mon front et il dit que je ne vais plus sentir aucune douleur. Elle s'apaise, oui, je ne la sens plus, mais ça reste sensible là où ils ont mis cette aiguille. Et
Je ne sais pas pourquoi ils ont insisté, parce que c'est idiot tout de même. Je leur ai dit que ça ferait mal. Est-ce qu'ils vous ont fait des avances sexuelles? Non. J'ai interrogé le chef. Je lui ai demandé pourquoi m'a-t-on mis cette aiguille dans le nombril. Il a répondu: c'est un test de grossesse. Alors j'ai dit: je ne sais pas ce que vous espérez, mais vous n'obtiendrez jamais un test de grossesse à cet endroit. Lorsque vous êtes passé par tout ce stade de cauchemar, est-ce que vous n'aviez pas déjà rêvé tout ce que vous venez de me décrire? Les rêves étaient semblables à ces expériences que vous avez cru subir. Je crois que si j'ai rêvé la même chose, c'est que mon subconscient s'est souvenu de ce qui s'est réellement passé. Est-ce que ces hommes vous ont parlé? Seul celui que j'ai pris pour le chef. Quel langage utilisait-il? Il ne prononçait pas de mots. Il me disait ce que je devais faire, par transmission de sa pensée à la mienne. Et j'avais toujours conscience que quelque chose était inhabituel. J'ai été frappé par l'absence de la bouche. J'ai cru déceler qu'il s'était produit une sorte d'osmose entre Betty et Barney Hill, et que celui-ci avait repris à son compte une grande partie de l'expérience de sa femme, malgré l'insistance qu'il a portée à la revendiquer pour sienne. Et il y a d'ailleurs des indications très nettes que les rêves de Betty ont été suggérés comme une réalité. Et les implications s'en dégagent d'elles-mêmes. Continuez, tout va très bien. J'ai voulu savoir, moi aussi. Je lui ai demandé d'où il était. Lui m'a d'abord demandé si je connaissais quelque chose de l'univers. Et j'ai dû lui répondre non. Je n'en ai qu'une idée très vague. Mais ne jugez pas ce pays à travers moi. Il y a des gens qui savent tout des étoiles. Et il y avait un grand cercle. Et il y avait une grande quantité de lignes qui en sortaient. Ensuite, j'ai vu un autre cercle tout à côté, mais moins grand. Vous pensez être capable d'en dessiner la carte? Je crois pouvoir y arriver, oui. Il a dit que c'était là les endroits qu'il visitait de temps en temps. Et les lignes brisées représentaient des itinéraires d'expédition. Alors je lui ai demandé de nouveau de me dire où était son port d'attache. Et il a dit en indiquant la carte, où est-ce que vous vous situez vous-même? Alors j'ai regardé et j'ai ri, j'ai avoué que je n'en savais rien. D'ailleurs, il n'y avait là rien de drôle, car il a dit: si vous n'êtes pas capable de vous situer vous-même, je ne vois pas à quoi ça sert de vous dire de quel monde nous venons. Alors il parlait couramment notre langue? Je crois qu'il n'avait pas de difficulté particulière, non. Peut-être un léger accent, mais je ne suis pas sûre de la chose. Pouvait-il s'agir de transmission de pensée? Non. Je comprenais ce qu'ils me disaient et eux comprenaient ce que moi je disais, mais j'avais l'impression de pouvoir lire en eux. J'ignore cependant s'ils le voulaient ou non. Je lui ai dit que vous aviez promis que je pourrais avoir le livre. Il a dit: je sais très bien, mais les autres ne veulent pas. Alors j'ai dit: mais c'est ma preuve. Et lui a dit: justement, toute la question est là. Ils ne veulent pas que vous sachiez ce qui s'est passé. Ils veulent que vous effaciez totalement le souvenir de cette rencontre. Je n'oublierai pas ce qui s'est passé. Que j'ai ou non votre livre, vous n'arriverez jamais, au grand jamais, à me faire oublier quoi que ce soit. Je ne l'oublierai pas, devrais-je le ressasser des jours et des jours.
examinait-il votre peau? Vous pensez que votre peau les intriguait parce qu'avec Barnet, vous avez des différences de couleur? Je ne crois pas, non. Je dirais plutôt parce que la leur et la mienne étaient différentes. Alors j'allais sortir de ma voiture quand je me suis senti prendre sous les bras par deux hommes. J'avais les yeux fermés. Un instant. N'est-ce pas Betty qui vous a dit cela? Non, Betty ne m'a jamais dit ça. Et n'a-t-elle pas fait des rêves à ce sujet? Elle a dû vous en parler. Betty a dit que nous étions à l'intérieur d'un ovni dans ses rêves, mais pas comment on y était venu. Oui, mais est-ce qu'elle ne vous a pas dit qu'on vous avait amené à l'intérieur? Si, elle l'a dit. Alors, elle vous a dit tout ce qu'elle y avait vu et certainement aussi comment vous aviez été intercepté par ces hommes. Non, elle ne m'a pas dit comment nous avions été interceptés par ces hommes. Ça ne faisait pas partie de ses rêves. Moi, je l'ai vu. Le général Davidson, s'il vous plaît. Alors, Jim? Ben. Écoute, je suis devant un problème. À mon avis, il y a plusieurs possibilités. Premièrement, il mente. Et je vous laisse cette éventualité car ce sont des gens honnêtes et intègres. Deuxièmement, c'est un cas de double hallucination. Mais ça, c'est improbable pour des raisons dans lesquelles je n'entrerai pas. Et troisièmement, cet événement ne serait qu'un rêve ou une illusion. Et cette solution, j'ai l'intention de l'approfondir plus avant. Pourquoi crois-tu que ce soit un rêve? Mais je n'ai pas dit que je croyais que c'était un rêve, j'ai dit que j'approfondirais la question. Tu sais, je me rappelle t'avoir entendu dire exactement la même chose quand tu t'es cru amoureux de cette fille du cours de biologie et que tu as voulu avant tout approfondir la question. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, la raison qui m'incite à pousser plus loin l'expérience, c'est la préexistence d'un terrain qui se trouve favorable et où fantasmes et imagination peuvent prendre appui, se développer et plus tard se traduire en rêve. Une minute, Ben. Dis-moi de qui tu parles. Oh, laisse, ne revenons pas là-dessus. C'est délicat d'en discuter sous un angle personnel. Ce qui m'importe vraiment, c'est de savoir. De savoir si on a des chances d'observer un ovni, si c'est probable. Et, plus important encore, si on n'a jamais relevé un cas d'enlèvement, de rapt et de conduite à bord d'un ovni. Est-ce que ce serait possible? Tu veux la position officielle de l'armée de l'air ou... Ce que je veux, moi. C'est ce que tu voudras bien me dire. D'accord. La position officielle, c'est « nous ne savons pas ». Et tu ne pourrais pas t'engager un peu plus? Oh, pas beaucoup plus, en tout cas. Parce que chaque année, après avoir examiné 1500 rapports d'observation d'OVNI, nous pouvons expliquer 95% des cas par des phénomènes naturels. Oui, des ballons, entre autres. Ballons, changement de temps, cinglés. Seulement 5% sont inexpliqués. Ce qui est inexpliqué n'est jamais nié, d'ailleurs. Nous les rangeons sous la rubrique « données insuffisantes ». Maintenant, je vais t'avouer une chose. Moi, je m'interroge vraiment sur ces 5%. Ça représente encore trop de rapports venant de gens de bonne foi qui n'ont rien de petits plaisantins. Et pourtant, là, nous ne pouvons trouver aucune réponse sensée. Alors, pour les observations, oui, c'est dans le domaine du possible. Mais pour ce qui est d'un enlèvement, je n'en ai jamais entendu parler. Et d'emblée, je te dirais que c'est tout à fait invraisemblable. Non, je ne dis pas ça non plus. Ce que je veux dire, c'est que je considère une observation comme possible. Mais un enlèvement, il me faudrait énormément de preuves, de faits établis pour y croire. Oui, ce qui revient à dire que sans preuve matérielle, tu le considères comme éminemment improbable. Et même impossible. Eh bien, oui, c'est exactement ce que je pense. J'ai interrogé Barnet et Betty Hill sous hypnose, séparément. Mais chacun de son côté s'est remémoré grosso modo des péripéties semblables ayant trait à la même expérience. Je soupçonne qu'à ce stade de mon traitement, la vue d'un objet brillant, que d'ailleurs on pourrait classer parmi les ovnis, a déclenché une sorte de délire imaginatif, dont l'effet aura été de véhiculer et traduire tout ce qui tourmente les Hill et leur crée des fantasmes. Je viens d'avoir une idée complètement folle. Suppose que le docteur Simon soit un extraterrestre. Oh, Betty, sois pas ridicule. Ni Barney Hill, ni Betty Hill ne paraissent voir que la description qu'ils font de leur expérience s'avère presque identique à ce long rapport qu'a écrit Betty et qui parle de ses cauchemars.
Suppose qu'il ne veuille plus nous le faire écouter. Qu'il décide qu'aujourd'hui, c'est trop tôt. Mais si, il nous laissera écouter. Tu doutes de sa parole? Oh, Barney, sois pas ridicule. Alors, il me demande, des légumes, qu'est-ce que c'est? Moi, je n'arrivais pas à lui expliquer ce que c'était. En est-il un que vous préfériez? Alors moi, je réponds, la courge. Alors, il dit, décrivez-moi une courge. Je réponds qu'elles sont jaunes, d'habitude. Et lui, alors, qu'est-ce que c'est du jaune? Alors moi, je regarde tout autour de la pièce, et nulle part, je n'ai pu trouver quelque chose de jaune. Maintenant, je voudrais vous lire quelque chose. Il y a eu des questions de ce genre aussi. À quoi est-ce que ressemble un légume? Je préférerais lequel, la courge, de quoi est-ce que ça a l'air? J'ai essayé de lui expliquer sa couleur, et pour ça, je cherchais ce qui pouvait être jaune autour de moi, mais je ne pouvais rien trouver. Ça provient de mon rêve. C'est ce que j'écrivais la nuit. Oui, c'est pourquoi je voudrais vous expliquer quelque chose que d'ailleurs vous devez savoir. Les règles qui seront valables pour un esprit conscient n'auront pas d'effet quand le sujet n'est pas conscient. Il y a des choses réelles et d'autres moins réelles tout à la fois. Aussi, sous hypnose, c'est bien ce que le patient pense être vrai qu'il énonce comme étant vrai. Pardon, vous pouvez répéter? Non, en d'autres termes, ce qui est énoncé sous état d'hypnose et que vous pensez être la vérité est bien vrai, mais pour vous. Parce qu'en imaginant la chose ou en l'ayant rêvée, il n'est pas exclu que chez vous, elle se confonde avec le réel. Je lui ai dit qu'on aurait peut-être une chance de se rencontrer de nouveau et qu'il reviendrait peut-être. Et il a répondu qu'il essaierait. Et alors, ils s'en sont retournés, car ils devaient repartir. Alors, je m'approche de la voiture où se trouve déjà Barney. Et je lui dis, viens les voir partir. Barney est toujours tout drôle, mais il a les yeux ouverts. On les regarde décoller, et l'engin commence à devenir lumineux et de plus en plus brillant. On dirait un gros ballon. C'est beau, c'est orange, et ça brille, et ça roule exactement comme un ballon. J'en pleurerais de joie. Tout à coup, le vaisseau spatial s'illumina, resplendit de mille feux. J'eus l'impression qu'il roulait comme un gros ballon. Il tourna sur lui-même 3 ou 4 fois, et ensuite il s'éloigna dans le ciel. Il y a quelque chose que je comprends mal. Admettons que ce ne soit qu'un rêve. Est-ce que nous pourrions tous les deux avoir fait le même? J'avoue que cet aspect de la question me rend perplexe. Et non, je ne crois pas que ce soit possible. Au début, j'ai cru que sous prétexte que Barney se trouvait plus apte au traumatisme, qu'il avait fait un transfert sur vous. Mais j'ai pensé ensuite qu'il était plus vraisemblable que vous ayez fait assimiler vos rêves à Barney. Parce que lui est plus impressionnable. Oh, eh ben, je ne sais pas comment je dois prendre ça. Mais il y a une chose. Il m'importe peu de savoir si c'est rêve ou réalité. Parce qu'au fur et à mesure que défilent ces bandes et que nous prêtons l'oreille, que nous pénétrons leur contenu, j'ai l'impression qu'on me soulage les épaules d'une charge. Et ça vaut mieux que de devoir supporter à longueur d'année toutes ces questions et toutes ces angoisses. Toute la question est là, justement. Il faut avant tout vous délivrer de vos angoisses. Et vous, qu'éprouvez-vous, Betty? Oh, je me sens bien, à vrai dire. Je crois qu'en fait, c'était la frayeur de l'inconnu qui m'avait tant terrorisée. Non, je veux pas. Je refuse qu'on m'opère. Vous voulez pas qu'on vous opère? Qu'est-ce qui vous fait croire à une opération? Attendez, je voudrais reparler de ce point. Je sais plus si je suis entré dans le détail pendant que j'étais hypnotisé. Quel détail? Mais quand j'écoutais mon enregistrement... Non, je sais plus. C'est peut-être psychologique. Je ne voulais plus entendre parler de ça pendant quelque temps. Quel détail? Pendant que je m'écoutais, je me suis souvenu que quand ils ont examiné mon plexus, ils ont utilisé un instrument circulaire qu'ils ont fortement appuyé. Vous vous rappelez ce petit cercle de verrues qui s'est développé suivant une figure géométrique presque parfaite autour de mon plexus? Eh bien, c'est devenu un peu douloureux depuis qu'on a commencé à les soigner. Et ça s'est enflammé tout autour. Et je m'étonne d'une chose. Les verrues ne sont apparues qu'en 1962, alors que je ne me rappelais pas encore avoir été à bord de cet appareil. Vous vous souvenez?
Maintenant, nous sommes en 1964 et elles réapparaissent. Est-ce que c'est explicable? Je ne sais que vous dire. Ça peut toujours provenir de vos fantasmes à tous les deux. Seulement, rien ne le prouve. Je voudrais me réveiller. Non, non, pas encore. Vous êtes dans un profond sommeil. Vous pouvez continuer. Alors je regarde, j'ose les regarder, je dis, j'ai pas peur. J'ai pas peur du tout. Je vais tirer sur ce truc, je vais le descendre. Et je cours, je traverse la route. Et je... Ah, le voilà, au-dessus de moi. Alors, oh mon Dieu, donnez-moi la force de pouvoir me battre contre eux. J'ai peur de personne. Et je me sauve. Je gagne les bois. Ils sont au-dessus de moi. Oh, ce regard. Oh, je voudrais pouvoir me réveiller. Continuez, vous n'avez rien à craindre. Continuez. Vous voulez que j'arrête le magnétophone? Non. Je veux sortir. Laissez-moi sortir. Je veux mon revolver. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Je déteste sentir qu'ils mettent leurs sales doigts sur moi. Je n'aime pas qu'ils me tripotent la peau. Calmez-vous, Barnet. C'est fini, tout ça. C'est fini. Docteur Simon, je ne voudrais pas vous offenser de quelque manière que ce soit. J'ai pour vous un respect et une admiration sans borne. D'ores et déjà, je ne suis que trop heureux de vous avoir consulté. Mais votre théorie paraît conclure à un rêve ou à de l'imagination. C'est la vérité. C'est arrivé. J'en ai la certitude. Je le sais, docteur. Docteur Simon, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous manifester ma reconnaissance. Je dirais, et Barnet sera d'accord, que grâce à vous, nous en sommes enfin sortis. Merci, Betty. Barnet. Merci beaucoup. J'ai l'impression, en écoutant tout ça, que vous avez dû passer de mauvais moments. Oh, à qui le dites-vous? J'ai entendu à plusieurs reprises mon vieux cœur battre la chamade. Vous êtes grand et fort, Barnet, et vous vouliez prendre votre arme. Je l'avais glissé dans mon veston et je pouvais pas m'en servir. C'est insensé. Un grand gaillard comme moi, armé, je suivais le mouvement les yeux fermés, terrorisé comme un lapin, tandis que Betty, au contraire, n'ayant ni ma taille ni d'autre arme que son courage, crânait et discutait avec les chefs. Superman. Mais pourquoi diable ai-je eu si peur? Betty, à la rigueur, on pourrait dire que c'est amusé. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez dû trouver des raisons à cette peur depuis le temps. Être lapin, être prisonnier, subir des contraintes. De toutes sortes. Oui. De toutes sortes. L'obscurité. Ça n'arrangeait rien. Eh bien, justement, je n'ai pas cherché autre chose qu'à la vaincre. Si un enfant a peur de l'obscurité de sa chambre, vous analysez avec lui, tranquillement, avec douceur, tous les fantasmes provoqués par le noir. Vous lui faites visiter tous les recoins. Toucher tous les objets qui lui semblent des monstres.
jusqu'à ce qu'ils sachent que les coins ne sont que des coins et que rien ne s'y cache. Et que les monstres ne sont que des chaises et des lampes. Une chambre à coucher obscure, un vaisseau spatial ou l'imagination. Écoute, si ça se reproduit de nous retrouver dans l'obscurité face à un danger, je t'en supplie, dis-moi de ne pas dormir. Mais je te l'ai dit, c'est toi qui ne voulais rien entendre. Eh ben, j'écouterai la prochaine fois. Après un traitement actif et continu, Barney et Betty Hill ont repris le cours de leur vie quotidienne. Betty Hill, en tant qu'assistante sociale pour l'État du New Hampshire, apportait et recevait à la fois beaucoup. Barney Hill, continuant d'assumer au mieux son emploi au ministère des Postes, développa ses activités tant politiques que sociales. Il siégea au bureau directeur de l'Association pour l'avancement des gens de couleur et la défense de leurs droits civiques et à celui du programme anti-misère. Mon point de vue de médecin est que leur traitement a donné satisfaction. Le but primordial, la pénétration de leur amnésie pour les délivrer de leurs angoisses, a été atteint. La question de savoir si leur traumatisme a eu une cause réelle ou fantaisiste reste posée. Oh, Barney, il faudra toujours que tu fasses des sottises. Ça n'empêche que je te pardonne toujours tout. Je suis si fière de toi, tu sais. Et tu te rappelles quand nous nous débattions dans ce pétrin? Ah, et on se battait aussi. On se querellait à propos de n'importe quoi. Eh bien, je t'ai dit un jour... Ah non, non, pardon. D'abord, c'est toi qui as dit. Oui, oui, tu te souviens, tu as dit que peut-être tu pourrais avoir une attaque. Et tu m'as alors demandé si je tiendrais le choc. Je me souviens, oui. Et je t'ai dit que je serais très malheureuse. Eh bien, Barney, ce que j'ai dit n'était pas très exact. Je saurais me faire une raison. Ah oui, tu sais pourquoi. Tu m'as apporté tellement de joie, de fou rire. Tu m'as donné tant d'amour. Je t'ai entendu me bercer de tant de chansons que j'en aurais jusqu'à mon dernier souffle. Aussi, je pourrais supporter le choc, si ça devait arriver. Car je ne serais jamais vraiment seule. Et grâce à toi, je vais pouvoir oublier tous les malheurs que j'ai pu éprouver tout au long de ma vie. En 1963, Betty Hill avait donc redessiné sous hypnose et de mémoire la carte qu'on lui avait montrée dans le vaisseau spatial. Les astronomes en furent fascinés, car la carte de Betty correspondait à un schéma d'étoiles existantes, mais élaboré d'un point de vue extraterrestre. Les astronomes sont arrivés à la conclusion que la majorité des systèmes stellaires susceptibles d'avoir des planètes porteuses de vie sont situés dans l'obscure constellation sud du Réticulum. Cependant, 3 étoiles dans ce groupe ne furent connues qu'en 1969. Aucun astronome sur Terre ne connaissait leur position en 1963. Mais cette année-là, Betty dessinait une carte faisant mention de ces étoiles inconnues. Les astronomes de l'Université de l'Ohio eurent besoin d'un ordinateur pour les situer correctement. Encore au-delà de cet incroyable et double système stellaire de Zeta Reticuli 1 et Zeta Reticuli 2, à 350 trillions de kilomètres, soit 37 années-lumière de la Terre. Et l'ordinateur a reproduit, pratiquement sans variation, la carte maintenant célèbre de Betty Hill. En 1969, Barney Hill mourut d'une crise cardiaque à l'âge de 46 ans.